le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On est là à 18h sur notre chaîne YouTube pour parler de notre équipe de cœur, le MHSC. On revient après 2 semaines de trêve internationale où on a pu discuter notamment avec Lucas de faire un petit bilan de cette première partie de saison du MHSC, mais on est de retour dans notre format habituel aujourd'hui. Alors, on n'est pas un jour de match, on est la veille, cette fois-ci pour notre émission, donc qui comportera nos 3 parties habituelles. On reviendra tout d'abord sur la revue de l'actu, une actu lourde cette semaine, avec notamment le non-paiement des droits télé de Mediapro. On reviendra sur le cas de Bruno Martini et enfin les cas de coronavirus à Montpellier. Et alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de débrief puisqu'on a fait dans notre dernière émission le bilan de la première partie de saison, le débrief du match contre Nîmes où on avait beaucoup de choses à dire. On ne va pas y revenir aujourd'hui, mais on va s'intéresser un peu plus en longueur à notre rencontre de demain, à savoir le match contre Monaco, déplacement au stade Louis II, où le rebond pour la MHSC sera obligatoire après la défaite lors du derby. Nos chroniqueurs aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont à mes côtés. Tout d'abord, Lucas qui est avec nous. Lucas, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir Dorian. Par contre, juste, on se retrouve après une semaine parce qu'on a quand même fait le bilan du début de saison la semaine dernière. Exactement. Alors, 2 semaines pour notre format avant match, mais oui, hein, c'est vrai qu'on oui, on vous invite à aller revoir notre émission la semaine dernière qui faisait le bilan de la première partie de saison du MHSC. Fabrice qui est avec nous. Fabrice, bonjour, bonsoir. Salut les gars, salut à tous. Alors, on va commencer par la revue de l'actu, comme on en a l'habitude. On va parler tout d'abord de Mediapro. Alors, on n'est pas tous spécialistes des finances dans le monde du football, je tiens à le préciser d'entrée, mais ça nous touche à nous tous, puisque Mediapro, donc le diffuseur, le co-diffuseur et Canal+ de la Ligue 1, devait payer 130 millions d'euros en ce début du mois d'octobre pour justement la diffusion de la Ligue 1. Mediapro qui n'a pas les moyens, qui ne souhaite pas faire ce versement, ce qui a créé un petit conflit avec la LFP. Et alors, sans rentrer dans les détails, forcément, Lucas, ouais, sans rentrer dans les détails et sans faire les spécialistes, forcément, ça touche un peu tous les clubs. En première ligne, Montpellier. Montpellier qui vit aussi de ses droits télé, 60% pardon, du budget. Donc forcément, il y a des clubs qui vont se retrouver en difficulté. Ouais, après, pas que nous, mais c'est sûr que ça va toucher tous les clubs qui n'ont pas les budgets de Paris, de Lyon, de Monaco. Ouais, après, je ne sais pas exactement dans quelles conséquences exactement ça va avoir. Mais de toute façon, quand on voit les abonnements de téléfoot qui n'ont absolument pas marché, c'est pas une surprise de voir que Mediapro est en train de couler. De toute façon, d'ailleurs, Mediapro, c'est même pas des Espagnols au départ, on croyait c'est des Chinois qui ont racheté. Alors c'est un groupe Ouais, sino-espagnol. C'est un groupe espagnol ouais, mais mais avec des actionnaires chinois. ouais, donc qui comprennent rien au football, donc c'est pas forcément étonnant. Ouais, alors forcément, oui, ça met en difficulté des clubs, oui, les plus modestes. Donc, le budget de cette saison du MHSC devait être aux alentours de 54 millions d'euros. Parmi ces 54 millions, il y a 30 millions qui devaient venir de ces droits télé, donc des droits télé en augmentation par rapport aux saisons précédentes du fait de l'arrivée de Mediapro. Pour un club comme Nîmes, nos voisins, cela représente 70% du budget. C'était paru dans l'équipe. Alors Fabrice, oui, les clubs modestes vont être en difficulté, des clubs modestes aussi qui ont plus dépensé sur ce mercato en vue de l'augmentation des droits télé et donc qui vont se retrouver forcément en grande difficulté dans les mois à venir. Ben, à l'image, comme tu dis, de tous les clubs, on va dire modestes, Lens qui arrive, qui claque, je crois, 10 millions, 8 millions d'euros sur un joueur, Lorient, Nîmes qui 20, recrute 20 et quelques, hein. Garbage, je crois que c'est Garbage il a acheté plus de 10 millions, il me semble. Ouais, au Donc, total, on c'est voit, plus de 20 millions pour le mercato lorientais. Vas-y, je te laisse continuer. voilà. Donc, ce qui est un record pour un club qui vient de remonter. Lorient, pourtant, c'est pas une grande ville, il n'y a pas une grande affluence. Donc, on va dire compenser les droits télé avec une bonne affluence ou encore avec des ventes, ainsi de suite. Et Donc c'est déjà, plus c'est possible. énorme. C'est plus C'est possible aujourd'hui possible de compenser avec les recettes jour de match. Il n'y a plus de, déjà. Déjà il y a de plus base, avec le d'affluence. Covid, déjà avec le Covid, et en plus avec les droits télé qui ont beaucoup augmenté, bah forcément, ça compense, ça éponge. Même nous, hein, on n'a vendu quasiment aucun joueur.
mis à part quelques prêts avec Badou et ainsi de suite. Mais tout le reste, on a acheté combien? On a acheté 6 millions 7 ou 6 millions 3, je crois, Mavididi. On a acheté à 5 millions ou 6 millions Jonas Omlin sans vendre, ce qui est déjà un Mm. exploit. Alors, je pense que si on aurait fait ce genre de conneries l'année dernière, on aurait été obligé de se séparer d'un joueur pour 10 millions, 15 millions. Mais le problème dans tout ça, ce n'est pas forcément. Alors, déjà, c'est un grand problème pour les clubs de Ligue 1. Alors, pour les clubs Ligue 2, Ah, c'est mais ça terrible. va être une merde sans nom, les gars. Mais je vous jure, ça va être une merde sans nom. Et ça, le problème, c'est que Mediapro, ça, tout le monde l'a vu venir depuis longtemps. On l'a vu, la merde que c'était Mediapro. Les Italiens, ils ont refusé. L'UEFA, ils ont dit non, les gars, non, c'est de la merde. L'UEFA qui le dit. Donc, si l'UEFA le dit, c'est que c'est pas pour rien. Mais vu qu'à la FFF, on a une bande d'illuminés, que ça fait depuis 10 ans qu'ils sont là, et que ce sont surtout les mêmes qui ont connu Nice Now en 2010, ça m'étonne même pas. Alors, Les mecs, ils ont. Enfin, je finis. Les mecs, ils ont tellement vu plus gros que pour eux, concrètement, ils ont fait des décisions pour leur poire. Ils voulaient rester tranquillement à leur petite place de chef. Mais le problème, c'est que c'est parti en couille. Et le problème, c'est que déjà, durant l'été dernier avec le Covid, on l'a vu la réunion entre les présidents. On l'a vu. Et le pire, c'est que ces abrutis, ils ont demandé un prêt à l'État français, donc c'est-à-dire nous qui payons, je crois que de plus de quasiment 500 millions ou 600 millions, peut-être un peu plus. Et les mecs se sont dit, bah, c'est pas grave, on va le rembourser avec le futur contrat de Mediapro. Mais sauf que le futur contrat de Mediapro, il n'y a eu que dalle dessus. Il n'y a eu aucune avance, il n'y a eu rien du tout. Et ça, on savait que ça risquait de se passer comme ça. Et maintenant, tout le monde s'étonne. Ça fait depuis des mois qu'on est au courant. Et le Et plus moi, j'ai important, juste ça veut envie de dire, rajouter qu'en plus, il n'y avait même plus de rentrée de billets dans les stades. Il n'y a même plus de on en les a parlé. recettes de match. Ouais, mais voilà, il oui, n'y a plus de recettes de match. Alors forcément, quand si les gens, si le club ne reçoit pas d'argent avec les droits audiovisuels, eh ben, il n'y a comment plus les tu fais? transferts. Il n'y a plus les transferts au Voilà. final. Ouais, alors oui, c'est vrai que voilà, la plupart des clubs ont terminé cette session de mercato avec plus de dépenses que de recettes. Alors également, je suis d'accord avec ton propos, Fabrice, à juste différencier deux choses, la LFP et la FFF. C'est la LFP qui gère les droits télé Oui, et pardon, non pas excuse-moi. la FFF. Sinon, ton propos est correct. Juste, je rajouterai une chose, c'est que oui, alors, il y a eu les prêts garantis par l'État qui devaient donc se faire grâce au remboursement des droits télé de Mediapro. Donc, il y a le prêt à rembourser, il y a le manque à gagner par rapport à la billetterie et le manque à gagner par rapport à ces droits télé. Les droits télé donc, qui risqueraient de baisser s'il y a renégociation, que ce soit avec Mediapro ou d'autres diffuseurs. Rappelons également, pour le cas particulier de Montpellier qui nous intéresse particulièrement, que Montpellier a contracté un prêt auprès d'une banque cet été pour justement compléter ce prêt garanti par l'État et anticiper cette augmentation des droits télé, donc un prêt qui a été contracté suite à la période, à la crise financière liée au coronavirus. Donc voilà, alors les retombées pour les clubs comme Montpellier vont être terribles et encore plus pour des clubs de Ligue 2 qui ne vont vivre, enfin qui ne vivent quasiment que de ces droits et ça risque d'avoir une répercussion en premier lieu sur les joueurs, les contrats à payer. Comment ça va se passer? Voilà, on va refermer le chapitre des droits télé. Alors, on va passer à une actu un peu plus triste, celle de Bruno Martini. Bruno Martini qui a fait un arrêt cardiaque ce lundi, qui est toujours à l'hôpital en soins intensifs. Il n'y a pas, voilà, pas grand-chose à dire, hein, malheureusement, on peut qu'apporter tout notre soutien à notre ancien gardien de la Paillade, Lucas. Ben ouais, que dire de plus qu'à part le soutenir et espérer qu'il s'en sorte déjà avec pas de séquelles importantes. Et courage à ses proches et à sa famille, tout simplement. Je veux pas dire plus. Ouais, c'est ça, rien à rajouter, Fabrice. Enfin, juste que du soutien et de l'unité au sein de la maison pailladine. Bah oui, gros joueur de Montpellier qui a été marquant dans les années 90-2000 et enfin 2000 plutôt pour dans son rôle, pas dans le staff. Mais ouais, bah, quoi dire de plus? Enfin, voilà, ça arrive, c'est arrivé à Nicolas il y a 3 ans, ça peut arriver à tout le monde malheureusement dans le monde entier et à n'importe quel moment. Donc ouais, soutien à lui et voilà quoi. Mm. Et voilà, on pense fort à Bruno Martini et à tous ses proches dans ce moment difficile.
On passe à Jordan Ferry, sans transition, messieurs. Jordan Ferry, qui s'est affiché sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec un maillot du Nîmes Olympique. Alors, peut-être pas intentionnel, vu qu'il a fallu quand même zoomer sur la photo pour s'apercevoir qu'il avait un maillot du Nîmes Olympique. Ceci dit, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Forcément, on s'y attendait 6 jours après le derby. Alors, je vais poser la question comme ça. On a déjà assez parlé de ce fait-là. On va pas plus parler sur l'avenir. Est-ce qu'il doit être sanctionné sur le terrain? Est-ce qu'il doit sortir du 11? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement au milieu, Fabrice? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir Et par rapport juste, à Jordan Ferry? et n'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous en pensez, parce que ça a beaucoup fait parler. Évidemment, on vous salue sur le chat et n'hésitez pas à réagir sur ces faits-là. Fabrice, je te donne la parole. Pour moi, c'est du 100% extra sportif. Putain, j'arrive même pas à parler. Pour moi, c'est que ça. C'est-à-dire que voilà, c'est quoi le problème? C'est un type, un joueur de Montpellier maintenant, qui est au courant du derby, qui est au courant des tensions qu'il y a entre les deux clubs, voilà, même si c'est contre supporters, qui met le maillot du club rival. Les supporters s'en rendent compte, il se fait défoncer la gueule sur les réseaux. C'est ça le problème des réseaux sociaux, des réseaux sociaux déjà de base, mais je trouve qu'il a quand même été un peu con de mettre ce maillot-là, surtout à ce moment-là, c'est-à-dire quelques jours après le derby. Ouais, 6 jours Voilà, après le derby, ouais, c'est. voilà, c'est ça. Tu le mets quand tu veux. On est personne pour dire qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu fais. Je crois que c'est Oyombo, il y a un an, je crois, il s'était amusé pareil à mettre le maillot de l'OM. Bon, ça a duré quoi? 2 jours. Après, on s'en est battu les couilles. Bah, moi, je pense Oui, à faire et pareil. j'ai même envie de dire que Savanier et Delors se sont affichés plusieurs fois avec un maillot de l'OM. Hein. Oui, voilà, par exemple. Alors qu'au final, bon, ben voilà, l'OM, c'est l'OM, on s'en bat les couilles. Le mec, s'il aurait mis un maillot du PSG, il aurait mis un maillot du PSG. Il aurait mis un maillot de l'OL, il aurait même mis un maillot de l'OL. Basta. Là, Ça c'est le fait que ce casse les soit Nîmes couilles. qui dérange, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Voilà, ok, d'accord, c'est Nîmes, ça dérange. Mais je pense que c'est surtout le fait que ce soit juste derrière le derby. Le mec, il aurait fait ça durant l'été. Je pense qu'on lui aurait dit, ouais, ok, il a mis le maillot de Nîmes, machin et tout. On peut comprendre. C'est le mec, il a joué 6 mois là-bas. Bon, Hmm. j'avais- j'a- franchement, je trouve que c'est juste du. Juste on parle pour rien dire, je pense. Donc, je pense qu'il faudrait le laisser tranquille. Écoute, s'il est bon, il est bon. S'il est mauvais, ça lui retombera sur le coin de la gueule. Voilà. Rien à dire de plus. Pas de changement au milieu, on le laisse. Moi, franchement, comme dirait Darwin, on laisse faire la nature. Si le mec il est bon, il y sera. S'il n'est pas bon, il dégage. Point. C'est ça. Réponse sur le terrain attendue par Jordan Ferry, qui s'est justifié après cet acte-là sur le réseau social Instagram. Je suis en week-end avec mon ami, il veut aller faire du sport. Je n'ai pas de tenue, il me prête un ancien de mes maillots. Si cette story est mal interprétée, je m'en excuse. N'y voyez aucun manque de respect. Lucas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je suis assez d'accord avec Fabrice. Alors, certes, oui, il a fait le compte de mettre le maillot en public, enfin, en s'affichant sur les réseaux sociaux. Après, qu'il mette un maillot de Nîmes dans sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Je pense que Savani le fait aussi parce qu'il a joué à Nîmes. Ça, je m'en fous. Après, ouais, il a fait le compte de s'afficher sur les réseaux sociaux. Après, je rejoins Fabrice que on fait tout un cinéma, d'accord, c'est Nîmes. Mais avec ces réseaux sociaux, on fait tout pour aggraver la situation, pour faire le buzz, pour empirer le truc. Alors qu'il soit bon sur le terrain, et on en parlera plus, ça ne sert à rien d'extrapoler là-dessus. Et concernant au milieu de terrain, moi, je privilégierais Chotard au milieu de terrain à la place de Ferry, parce que Ferry, quand il est arrivé, il a fait quelques bons matchs. Et après sa blessure, depuis qu'il est revenu, moi je trouve que c'est très moyen. Il n'apporte pas grand-chose, il ralentit le jeu. Et un Mollet, peut-être, ce serait plus offensif, mais par rapport au poste de Ferry, je mettrais plus un Chotard qui a envie de jouer et qui a montré de belles choses la saison dernière. Justement, réponse à suivre. On fera peut-être la compo qu'alignera Michel Derzac demain. Et justement, une composition qui a failli être très compliquée à réaliser à cause des tests de coronavirus effectués hier. Alors, on nous annonçait hier matin dans un communiqué du club 12 cas positifs au Covid-19 au sein du club, donc 8 joueurs. Alors, pour les citer, ils ont été révélés par le Midi Libre: Omlin, Berthaud, Mendes, Cosa, Hilton, Congré, Savanier, Delors. C'est pas rien, avec
4 membres du staff, donc Derzac, son adjoint, l'entraîneur des gardiens et un intendant. Là aussi, ce n'est pas rien non plus. Des tests qui ont été réeffectués suite à ces résultats obtenus hier matin. Donc des résultats qui sont tombés hier soir et dans un nouveau communiqué, on nous annonçait plus que 2 cas positifs. Alors du coup, toujours révélé par le Midi Libre, Pedro Mendes et Michel Derzakarian. Qu'est-ce qui s'est passé, Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique qu'on passe de 2 cas à 12 en moins de 24 heures? Ça, il faut le demander au mec qui fabrique les tests, hein. Moi, j'y comprends rien. Comment tu veux, après qu'on prenne au sérieux ces tests, cette maladie, quand tu fais des tests le matin, ils sont positifs et le soir, ils sont négatifs. Alors, est-ce qu'au final, Michel Derzakarian et Mendes, ils sont vraiment positifs? Moi, il faudrait peut-être leur refaire un troisième test. Et s'il faut, c'est vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont réeffectué les tests aujourd'hui. Ouais, et peut-être que si on reteste les joueurs qui ont finalement été testés négatifs, peut-être qu'ils seront positifs une troisième fois. Moi, j'y comprends plus rien. Surtout que la plupart du temps, ils sont même pas, ils sont asymptomatiques. Comment faire, comment gérer un groupe, comment gérer des matchs, comment préparer un match, comment s'entraîner et préparer un match dans ces conditions. J'y comprends plus rien, moi. Et c'est là toute la difficulté de la saison en cours. Alors du coup, ces joueurs-là, c'est donc les 10 joueurs qui ont été testés positifs puis négatifs, n'ont pas pris part à l'entraînement. Alors, il y a 3 membres du staff, et donc du coup, ça fait que 7 joueurs au total. Mais oui, ils n'ont pas pris part à l'entraînement d'hier et forcément à 2 jours, d'un match, Fabrice, ça peut avoir son importance. Bah, va savoir si grâce à ça, ils ne sont pas reposés. Eh, qu'est-ce qu'on en Alors sait? ça, on aura la réponse, Eh, demain, mais Moi, j'ai envie de te tu sais, dire, non, mais- Fabrice, ils se sont reposés 90 minutes face à Nîmes déjà. ah, bah, ça, déjà de base, mais après, comme dit Lucas, je pense que c'est plutôt une erreur médicale, c'est-à-dire, bon, voilà, ils ont mal interprété la chose, ça arrive, voilà. Au final, il y a que 2 cas, Mendes, Derzac. tant mieux au final, Bon, même bon, si on Mendes, souhaite un bon rétablissement aux 2 oui, concernés. bien sûr, bah, bien sûr. Attends, on ne souhaite pas qu'il meure dans notre souffrance. De toute façon, c'est lui qui a fait ça. Non, mais voilà, au final, bon, ben, que dire de plus? On a tous nos joueurs. Tu remplaces Mendes par Koza et Derzakarian. Écoute, on verra. Il y On aura son verra encore une adjoint, fois. du coup. Mais On verra d'ailleurs, comment ils se démerdent. On verra comment ils se démerdent. Mmh. et Mendes qui est absolument dégueulasse depuis déjà la fin de saison dernière et même ce début de saison, hein. Déjà son match contre, enfin depuis Contre le Nîmes, début de saison, il oui. n'est pas bon. Ouais, contre Nîmes, voilà, c'est lui qui coûte le but, c'est ce que je cherchais. C'est lui qui coûte le but. Moi, tu mets Koza à la place. Certes, Koza n'a pas été bon contre Angers, on l'avait dit avec Dorian, mais moi, ça me rassure plus peut-être de voir un Koza qu'un Mendes qui depuis ce début de saison fait peur, hein. Eh beh, on verra du coup, pareil, on va faire la compo, alors on va la faire dans la partie, match, on va y venir dans quelques minutes. Mais oui, on peut se poser la question sur ces tests quand même. Enfin, il y a 10 cas qui ont changé, en l'espace de 24 heures. Du coup, ça serait quoi, un problème de fiabilité de ces tests? Alors je laisse la question en suspens, on va pas y répondre évidemment, on n'est pas spécialiste de laboratoire, mais ouais, 10 cas, 10 cas, comment je cherche le bon mot, mais heu, enfin voilà, 10 cas qui ont changé en l'espace de 24 heures sur 12, c'est quand même un ratio assez, inquiétant, à ce niveau-là. Bon, on n'a pas la réponse, on n'est pas des médecins. On va parler un peu de Junior Sambia. Messieurs, alors c'est pas de l'actu propre, mais on a, quand même voulu parler de lui, suite à ses dernières performances, des rentrées assez encourageantes. On l'a vu, alors c'était contre Angers et contre Nîmes, même si, il a été plus tranchant face à Angers. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, Junior Sambia qui est jeune, qui a 23 ans, est-ce qu'il peut mériter sa place dans le 11? Lucas, qu'est-ce que tu en penses, Arnaud Souquet, Junior Sambia? Mais moi, j'ai envie de te dire oui et non en même temps. Parce que comme le disait Bouba, peut-être qu'il faut lui laisser sa chance. Des fois, il fait des choses intéressantes, il faut le souligner comme face à Angers, comme des fois. Et tu as l'impression qu'il est handicapé des pieds. Il ne sait pas quoi faire avec ses pieds qui touchent le ballon. Euh, je suis partagé. Souquet en même temps, je pense qu'il peut retrouver le niveau qu'il avait à Nice. Il faut attendre, il faut peut-être patienter.
Mais Sambia, en même temps, peut-être aussi qu'en lui laissant sa chance avec de la confiance, il peut être très bon à ce poste. Mais c'est soit Souquet, soit Sambia. Tu ne peux pas partager les deux. Et sinon, ça va être compliqué de trouver un bon niveau pour chacun. Et alors justement, je te demande de choisir entre les deux. Toi, Mais je sais pas. Enfin, moi si tu me demandes, en tout cas pour la compo face à Monaco, je te dirais Souquet. Après, à l'avenir, je sais pas. à l'avenir, ça sera affaire à suivre. En tout cas, Fabrice, c'est un remplaçant qui, quand il rentre, peut apporter des choses intéressantes. Déjà, pour répondre à la question, je trouve que depuis le début de saison, je trouve que Souquet fait une début de saison pas dégueulasse. C'est pas faux aussi. Déjà, Mm. pourtant, je suis le premier à critiquer, surtout défensivement. Mais offensivement, il faut dire la vérité, il apporte beaucoup. C'est Malgré le, mm. malgré le fait qu'il ait un peu une caravane au cul et qu'il soit un peu lent pour, on va dire, le poste qu'il occupe. Mais Ristic, c'est pareil. Parce que on peut largement faire la comparaison à gauche aussi. Oyombo a toujours été titulaire. Ristic, depuis le début de saison, ben, je sais pas, il a mangé du lion, il a monté de niveau, il est redevenu titulaire à Montpellier, enfin, il est devenu Et titulaire à même Montpellier, dans son équipe nationale en Serbie, et où même il en a Serbie. été titulaire Et deux d'ailleurs, fois, il a fait une passe décisive. Ouais. exactement, malheureusement, c'est blessé cet enculé, donc ça, Mm. ça casse un peu les couilles. Mais ouais, mais regarde, quand on regarde à gauche, on regarde ce qui s'est passé. À droite, pourquoi pas? Je veux te dire, pourquoi pas? Moi, je pense que Sambia, il a largement les qualités. Franchement, il est rapide, il est grand, il a un volume de jeu intéressant. Personnellement, je trouve qu'il a un bon pied droit. Et voilà, après, pourquoi pas? Après, il faudra voir, encore une fois, par rapport à son envie, déjà de rester à Montpellier, à son envie de vouloir s'imposer à Montpellier. Il est Et aussi, nonchalant. Oh. déjà, il est nonchalant. Et bah, après, c'est un problème plutôt de caractère et de comportement. Mais après, ça arrive à tout le monde, tu vois. Tu sais, le mec, il est pas bien dans un club, ça lui casse un peu les couilles. Enfin bref, après, ça, on s'en fout. Après, c'est un truc donc on n'est pas dans le vestiaire de Montpellier. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve qu'il peut faire. Je trouve qu'il a fait de bonnes rentrées. Je pense qu'il peut largement faire le taf quand Souquet n'est pas là. Après, bon, voilà, faut voir pour la suite. Mais je pense qu'il peut faire un truc plus tard. Après, ça dépendra de lui complètement. Et surtout de Derakayan et de leur relation aussi. Affaire à suivre, hein. On est qu'au début de la saison, il y a encore des choses à trouver ouais, dans le système, voir déjà s'il continue à faire de bonnes rentrées. Junior semble bien, en tout cas, c'est encourageant et c'est une des satisfactions de ce début de saison montpelliérain. On va passer à notre partie concernant le match de demain, Monaco-Montpellier à 15 h au stade Louis II. On va tout d'abord parler de notre adversaire, les Monégasques. Les Monégasques qui comptent aujourd'hui le même nombre de points que Montpellier, 10 points pris en 6 rencontres. Mais Monaco qui reste sur une défaite sur la pelouse de Brest, une défaite assez inquiétante. On va en parler. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le match, messieurs. Non? Parce que c'était en même temps que. Non, c'est juste après celui de Montpellier, dans le multi. Alors, une défaite face à Brest 1-0, un but encaissé dès la 8e minute par les Monégasques sur une mauvaise relance de Badiachil. Monaco qui a tenté de réagir pendant les 80 minutes qui restaient dans cette rencontre. 72% de possession de balle, 21 tirs, seulement 2 cadrés. Et donc, ils n'ont pas réussi à trouver le cadre, même si on a cru qu'ils allaient enfin parvenir à égaliser en fin de rencontre. Monaco, donc, qui a affiché, alors qu'il y avait la possession, mais une possession stérile et un manque cruel de réalisme. Lucas, pareil, c'est un peu pareil que Montpellier. Ils vont être attendus au tournant lors de ce match, les Monégasques. Ouais, et puis j'ai même envie de dire, comme tu dis, c'est un peu pareil que Montpellier, mais aussi dans le sens qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Parce Exactement. qu'ils te font des super prestations, comme il peut se faire un match comme contre Brest où ils perdent. Euh, Moi, j'avais vu le match contre Rennes en début de saison de Monaco. Ils mènent un 0 et une défense solide quand même. Et il faut une Oui. erreur de Lecomte pour qu'il se fasse égaliser. Ou non, pour qu'il même il perde au Ils score, pour perdent qu'il le se fasse match, mener au score. c'est ça. Mais après, c'est des erreurs défensives aussi qui leur coûtent des points et des victoires. Après, je ne connais pas exactement les détails du match face à Brest, mais c'est quand même une équipe qui a des atouts,
Mais en même temps, comme Montpellier, qui passe à côté de ces matchs quand c'est des petites écuries comme on le fait. Fabrice, toi, bon, tu n'as pas vu le match non plus, mais voilà, tu es d'accord avec l'avis de Lucas, Monaco, Montpellier, deux équipes qui se ressemblent peut-être dans Alors, l'envie sur le terrain? alors, comment dire? Dans la construction, dans la construction, au sein même du club, moi je parle vraiment de la base du club. C'est pas du tout la même chose, mais sur le terrain, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Lucas a Mhm. eu raison de dénoncer justement les faits qui étaient les suivants, c'est-à-dire qu'on peut faire le meilleur comme du pire, mais on est quand même le meilleur dans le pire. Et Monaco, depuis 3 ans, c'est ça. Monaco, il y a 3 ans, voilà, ils avaient Mbappé, ils avaient tous les clubs, ils avaient tous leurs super joueurs. Ça leur a rapporté plus de 1 milliard et des poussières pour 800 millions d'euros, je crois, rien que sur 2-3 ans, voilà, avec la vente de tous les joueurs. Maintenant, c'est une équipe qui s'est reconstruite. Qui s'est reconstruite, commencer avec de l'achat-revente de joueurs, avec des bons Brésiliens qu'ils achètent au Portugal. Enfin bref, toute une politique de recrutement. Cette année, avec Kovac qui vient d'arriver, avec Jardim qui est enfin parti et qui arrête enfin d'empoisonner la vie des Monégasques. Voilà, Kovac est arrivé. Bon, ça a l'air de prendre un petit peu, ils sont 5e. Et je pense que le match contre Brest, justement, pour moi, c'était une erreur. Tu vois, ça arrive. Tu as les mecs, 72% de possession de balle, 21 tirs. Ah oui, enfin, Bon, c'était franchement pour avoir vu le match, c'est le pas de la manque de défense, quoi. réalisme était. Ça arrive. Franchement, les gars, ça arrive. Même au meilleur, ça va arriver. Même le Barça, il y a du grand Guardiola quand ils sont mangés les dents contre Chelsea. Voilà, ça arrive à tout le monde. Moi, je pense que ça va être une équipe très intéressante, très intéressante à suivre durant la seconde partie de saison, ou du moins la première partie de saison. Et je pense que ça va être une équipe qui va monter en puissance et qui va nous faire très mal dimanche. Et qui est jeune aussi. D'ailleurs, Jeune. Vas-y, Lucas. excuse-moi Dorian, mais chaque année c'est pareil parce que ils recrutent, enfin ils vendent, et après ils recrutent, et ils mettent toujours quelques journées avant que les joueurs s'acclimatent au club et à l'effectif. Et après, une fois que l'effectif est bien rodé, et ben, les résultats s'enchaînent. Non, Lucas, qu'est-ce que Lucas là, c'était le cas en 2017. Là, depuis 3 ans, les mecs, ils jouent limite avec la Non, relégation. Ok, ils achètent, mais ils mais achètent quand même. arrête, Oui, ils achètent mais il pas, faut. ils achètent rien Mais du ce que tout. je veux te Après, dire, les mecs, ils font de la merde. non, mais Ça fait depuis 3 ans qu'ils font plus rien, hein. non, mais de toute façon, on parle pas là, je te parle pas, même pas de classement. Je te parle du fait qu'ils vendent et qu'ils recrutent. Oui, mais comme Alors, à Lille, comme partout maintenant. c'est important, c'est vrai que le mercato monégasque, oui, il est très animé, alors que ce soit au niveau des départs, il y a souvent beaucoup de prêts et c'est un effectif assez rempli. Alors, je vais les citer vite fait, les principales arrivées avec Kevin Volland notamment, qui est arrivé pour 15 millions d'euros en provenance du Bayer Leverkusen. Caio Henrique, recruté 8 millions en provenance de l'Atlético Madrid. Axel Diassi, 13 millions en provenance de Reims. Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, l'ancien Bordelais, 20 millions d'euros, gros transfert là aussi. Youssouf Fofana, recruté à Strasbourg pour 15 millions d'euros. Et Jean Marcener, recruté à Auxerre pour 10 millions d'euros. Donc des dépenses assez conséquentes pour le club de Monaco et pas beaucoup de ventes. Alors on pense à Camille Glick qui est parti pour 3 millions d'euros, un Brescia. Jonathan Ponzo, on en a parlé il y a quelques semaines, qui a été recruté à Dijon pour 3,4 millions d'euros. Kevin Endoram qui est acheté par Metz. Et d'ailleurs, c'est à peu près tout pour les départs. Il y a eu beaucoup de prêts également, mais c'est un effectif donc, qui change de saison en saison, avec notamment par le mercato, mais c'est un effectif également jeune. Fabrice, il y a Sofiane Diop, Badiachil, enfin, il y a des joueurs jeunes assez intéressants dans l'effectif monégasque, plus centrés sur la formation française. Alors, axé sur la formation française, mais surtout sur des bons joueurs de Ligue 1. On va dire des bons jeunes joueurs de Ligue 1. Tchouaméni, il n'a même pas 25 ans, et toute la clique là, que tu viens de citer, ils ont pas entre 20, 23, 25 ans. Ça. Il y Oui, avait, bien sûr. je te donne une stat à la Vas-y, volée vas-y, comme vas-y, ça. Il vas-y, y vas-y. avait 6 joueurs lors du dernier match face à Brest qui avaient moins de 25 ans, dont 3 qui avaient moins de 20 ans. Ben,
en fait, ils essayent de recréer un cycle. Aussi simple que ça, depuis 3 ans, c'est la galère. Il y a des histoires avec Thierry Henry, Mm. avec Jardim, en gros, qui essayait Même la présidence. voilà, c'est ça, de jouer l'influenceur dans les vestiaires. Bref, un bordel pas possible, mais inexplicable. Tout ça, bah, ça a foutu le bordel, comme tu dis, avec Ribolobiev qui s'est fait remplacer. Enfin, bref, depuis 3 ans, Monaco, c'est assez instable et on le voit sur les résultats. L'année dernière, ça fait quoi? Ça fait 6e ou 8e, je ne sais plus. Alors que quand tu vois l'effectif, tu te dis, ça fait facile Ligue des Champions. Voilà, Ça fait 9-10 même, Monaco, la 9-10, saison. même ça, Ouais. ça finit derrière nous d'ailleurs. Ça finit derrière nous. Voilà, au bout d'un moment, ce qu'ils veulent faire, c'est recréer merde, j'ai dit quoi déjà? Un nouveau C'est recréer cycle. un cycle. Voilà, un Mm. nouveau cycle. Ils ont fait quoi il y a environ 5-6 ans avec les Ferreira Farasco, machin et tout. Ils ont fait pareil. Ils ont recruté des petits jeunes qui n'étaient pas dégueulasses. Ils ont pris quelques petits vieux avec Berbatov, Ricardo Carvalho, machin et tout. Ça fait quart de finale. Ils ont fait pareil avec les Mbappé, les Glick, machin et tout. Ça fait demi-finale. Là, ça essaie de recréer un nouveau cycle en incorporant des très bons jeunes joueurs qui pourraient prendre la sauce avec des anciens qu'ils ont recrutés, bon, on va dire des anciens genre Slimani ou Ben Yedder. On va essayer de mélanger le tout. Si la mayonnaise prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, tant pis. On a encore des sous derrière. Ainsi de suite. Mon analyse sera comme Lille, même si à Lille, c'est un peu différent. Mais si, en tout cas, Monaco, la mayonnaise prend, ça va faire très, très mal. Lucas, tu es d'accord avec ça? Un nouveau cycle qui a été créé par Monaco et surtout un cycle axé sur les joueurs français. 8 joueurs français étaient alignés lors du dernier match face à Brest. Ouais, on peut voir qu'il y a des Français, oui, il y a beaucoup de jeunes aussi. Monaco mise sur des jeunes, comme ils l'ont fait par exemple quand ils sont champions en 2017, C'est ça. si je ne dis pas d'erreur. À part Kevin Volland qui a 27 ans, il me semble, un peu plus expérimenté, et d'ailleurs très bon joueur. Mm. Ça me fait penser un peu au mercato niçois qui mise un peu sur des espoirs et Rennes qui souhaite des doublures à son effectif en misant sur des joueurs de potentiel. Mais après, Monaco, c'est une équipe qui, tous les 3-4 ans, en recrutant bien et intelligemment, qui va te faire une saison de fou et qui ensuite va revendre ses joueurs 100 millions d'euros, comme ils l'ont fait en 2017 et puis en 2018 en les revendant tous. C'est un peu ce qui se passe à Monaco tous les 3-4 ans. Ils ont des bons joueurs. Pas de S'ils stabilité. tombent sur une bonne année, ils les revendent après. Il n'y a pas de stabilité donc au sein de ce club. C'est ça que tu veux dire, Lucas? Oui, le temps que je remette le micro, oui, il n'y a pas de stabilité. Ok. C'est de l'achat-revente, comme le disait Fabrice. On aurait aimé qu'un supporter monégasque vienne nous en parler, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à notre invitation. Le joueur à suivre par Lucas, et oui, comme chaque journée de championnat, vous en avez l'habitude, Lucas va nous présenter le joueur qui pour lui sera le plus dangereux lors de ce match. Lucas, tu as choisi un joueur qu'on connaît bien en France. Oui, on le connaît très bien, même en Espagne. Il s'agit de Wissam Ben Yedder, donc, qui a 30 ans. Il fait un petit gabarit, donc 1m70. Il est avant-centre franco-tunisien et international français, donc vous le savez. Son profil, c'est un redoutable finisseur. Il est à droit des deux pieds. Il est généreux dans les efforts. Il est aussi très bon techniquement, mais il est aussi polyvalent, donc il peut jouer sur plusieurs fronts de l'attaque. Son parcours professionnel, donc d'abord en club, de 2009 à 2010, il est passé à l'UJA Alfortville, où il a inscrit 9 buts en 23 matchs. Il a ensuite rejoint en 2010 jusqu'en 2013 le Toulouse Football Club, donc en équipe B, où il a inscrit 14 buts en 20 matchs. De 2010 à 2016, donc Toulouse avec l'équipe A, donc il avait quand même joué des matchs à partir de 2010 en équipe A, en faisant toujours partie de l'équipe B, mais il jouait quand même des matchs avec l'équipe pro. Donc il a inscrit 71 buts à 174 matchs. Donc c'est là qu'il s'est révélé, bien sûr, avant de partir en 2016 en Espagne du côté de Séville, où il a inscrit 70 buts en 138 matchs. Il a quand même confirmé en Espagne après sa très bonne période en France et notamment à Toulouse. Et c'est donc en 2019 qu'il a signé à Monaco. Pareil, il confirme. Il est actuellement en 37 matchs avec l'AS Monaco.
et 22 buts, et c'est pas terminé. Côté sélection, en 2008 jusqu'en 2010, donc il était avec l'équipe de France futsal, et oui, parce qu'il a commencé le foot dans les salles en futsal, donc c'est là que justement il a appris de sa technique. Ensuite, en 2012, il a intégré l'équipe de France, donc à 11 basique en espoir, où il a joué 3 matchs. Et depuis 2018, il a été convoqué par Didier Deschamps. Il n'a pas trop sa chance, mais il a tout de même joué 10 matchs et inscrit 2 buts. Son dernier match face à Brest, donc Dorian t'en as parlé, une équipe qui n'a pas su concrétiser ses occasions, peut-être à l'image de Ben Yedder. Et c'est même à se demander s'il a disputé cette rencontre, puisqu'il est sorti à la 65e minute, donc il a fait un très mauvais match. Il a touché seulement 30 ballons, 3 tirs et aucun cadré. Mais il représente, à l'image de son équipe, un manque de réalisme criant, donc, comme on vient de le dire. Et c'est sûrement le plus mauvais match de sa carrière à Monaco. En bref, donc pour globaliser ce joueur, c'est un petit gabarit très technique qui est efficace devant le but. Il ne rechigne pas les efforts. Même s'il n'est pas passé dans les grands calibres européens, c'est un joueur qui a confirmé dans tous les clubs dans lesquels il est passé, et notamment à Monaco actuellement. En équipe de France, la rue de concurrence lui a valu peu de temps de jeu par Didier Deschamps, mais on sait qu'il pourra répondre présent quand Didier Deschamps fait appel à lui. Et s'il a raté sa dernière prestation face à Brest, on sait qu'il ne faudra pas 10 occasions pour punir Montpellier, et qu'il peut être dangereux à tout moment dans la surface de vérité. Ouais, oui, il peut être très dangereux. Wissam Ben Yedder, c'est le deuxième joueur de l'histoire de Monaco qui atteint le plus rapidement, santé Lucas, qui atteint le plus rapidement la barre des 20 buts sous le maillot monégasque, ce qui n'est pas rien non plus. Mais on a vu Fabrice qu'il était capable comme du pire il y a 2 semaines face à Brest. Manque criant de réalisme, c'est ce à quoi on peut résumer son match. Ah oui, bien sûr, après, le match de Monaco a été, comme tu dis, beaucoup de manque de réalisme, ça arrive. Mais après, moi, du moins dans mes souvenirs, Ben Yedder, ça a toujours été un très bon attaquant. À Toulouse, il a toujours été très bon, même d'ailleurs quand Toulouse était vraiment dans la merde, quand ils se sont fait sauver par Pascal Duprat, c'est Ben Yedder qui sauve l'équipe à lui tout seul, hein. Je crois qu'il met plus de 5-6 buts sur les 5-6 dernières journées, je crois, un truc comme ça. Enfin, vraiment un ratio très intéressant à cette époque-là. Et même après, quand il part à Séville, il a toujours été très bon. Même à Monaco l'année dernière, quand ils ont fait une saison moyenne, c'était le seul avec Slimani qui faisait le boulot devant. Voilà, ça a toujours été un joueur très, très intéressant. Comme disait Lucas, habile de pied, très bon techniquement, une bonne frappe de balle. Enfin, le joueur, on va dire, l'attaquant moderne, sans la taille, malheureusement pour lui, mais qui peut se montrer d'une efficacité mais diabolique quand il est devant les cages. Et demain, il risque de nous faire mal dans tous les compartiments de jeu, justement. Peut-être pas aérien, mais c'est déjà pas mal. Ouais, n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat YouTube concernant Wissam Ben Yedder. Et oui, Lucas, tu l'as dit, il va être attendu au tournant, hein, lui qui a fait peut-être son plus mauvais match de la saison face à Brest il y a 2 semaines. On va parler de Montpellier, notre équipe donc, qui va se rendre sur la pelouse monégasque demain à 15h. Montpellier qui a perdu donc son dernier match, vous le savez, le derby, assez malheureux, défaite 1-0 face aux Nîmois. Elle va être attendue au tournant, hein, à l'image de Wissam Ben Yedder, notre équipe du MHSC. Il va falloir répondre présent demain, Lucas, et dire que finalement le rebond sera obligatoire. Eh ben, finalement, la question ne se pose même pas, parce que dans ton introduction, en début d'émission, tu l'as dit, le rebond va être obligatoire. Et oui, forcément, il va être obligatoire quand tu perds de cette façon un derby face à Nîmes. Et même dans tous les cas, quand tu perds, que ce soit Nîmes ou pas, de la façon dont on a joué, dans tous les cas, il faut un rebond. Après, forcément, quand c'est face à Nîmes, c'est pire. Mais dans tous les cas, il faudra prendre au moins un point face à Monaco pour se racheter de la défaite face à Nîmes, et aussi avec la manière, ça ferait du bien dans les têtes, parce que le match face à Nîmes, c'était une catastrophe dans le jeu. Il n'y a clairement pas eu de mouvement dans le jeu montpelliérain, et il faudra une réaction déjà dans le jeu par les Payadins, mais aussi dans le plan comptable.
de par les buts et de par les points, il faudra au moins un point face à Monaco. Mais Dieu sait que ça ne va pas être facile face à. C'est ça, oui. Fabrice, alors je te pose la question, est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu trop exigeant? On sait que Montpellier a des difficultés à l'extérieur. Là, on perd un derby face à Nîmes. Et puis on revient 2 semaines après le premier match après ce derby, c'est un match face à Monaco. C'est pas le meilleur adversaire pour espérer un rebond. Alors, pour répondre à ta question, de 1, ça fait depuis quasiment 2 ans qu'on nous annonce qu'on doit être européen. À chaque fois, on se ramasse la gueule. Deuxièmement, tu viens de faire le pire match de l'année civile, même je pense qu'il y a des 2 dernières années, contre Nîmes. Tu perds, tu as un visage dégueulasse. Ok, il y a tout un panel d'excuses, ils n'étaient pas bien, il n'y avait pas les supporters, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais même, c'est Nîmes, tu dois leur péter la gueule. Tu perds. Ok, certes. On annonce que tu dois être européen. Ok. Tu ne l'assumes pas. Le problème, c'est que là, maintenant, on ne l'assume plus. Là, on ne l'assume pas. Et contre Monaco, ok, ils doivent se rattraper, ils doivent rebondir, ils doivent faire ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'on va continuer à faire, à faire du Montpellier, c'est-à-dire que là, depuis l'année dernière, à l'extérieur, on fait que de la merde. On va refaire de la merde à l'extérieur. Il n'y aura pas le miracle comme il y a 2 ans, parce que déjà, il y a 2 ans, c'était un miracle à mon goût, quand on gagne 2-1 là-bas. Et il ne se passera rien. Moi, je pense que les joueurs ne vont pas réagir. Donc Moi, je pense que les tu es joueurs, assez Je suis pas, pessimiste. moi, mais je suis pas très d'accord, pessimiste. Fabrice. Je suis pas d'accord dans le sens que tu dis il faut assumer le fait d'être européen et ils l'ont pas assumé face à Nîmes. Les erreurs, ça arrive. Hein. Après, certes, ça ne doit pas arriver face à Nîmes, mais c'est pas parce qu'on a perdu contre Nîmes qu'il faut oublier d'être européen. C'est justement dans les matchs face à Monaco et les équipes potentielles européennes qu'il va falloir se montrer Mm. performant. Après, oui, il faut confirmer face à Nîmes, face aux équipes qui sont du bas de tableau. Mais l'Europe est loin d'être finie. On a fait un très bon début de saison, quand même, il faut le souligner. C'est pas parce qu'on a perdu face à Nîmes qu'il faut tout remettre en question. Hein. Et surtout que Montpellier Lucas, a montré de. je finis. Lucas, ça fait depuis 1 an et demi déjà qu'on a gagné un seul putain de match à l'extérieur. Et on va être européen. On n'assume pas? Là, on n'assume pas. Je suis désolé. Attends, je suis pas il y d'accord a eu avec 2 toi. matchs. Il y a eu 2 matchs à l'extérieur depuis le début de saison. On va attendre avant de tirer des conclusions. Certes, Mais oui, l'année dernière, on a été très mauvais, mais il va c'est falloir les mêmes attendre. matchs. C'est la même gueule des matchs que depuis l'année dernière à l'extérieur. On le voit à chaque fois. Contre Dijon, tu ne dois jamais perdre. Ok, les Dijonnais, ils ont de la réussite, ils ont été réalistes. Ok, mais nous, on doit le gagner 100 fois, ce putain de match. Le problème, il est là, c'est que l'extérieur, depuis 1 an, c'est les mêmes putains de matchs. Ce sont les mêmes putains de faits de jeu. Ce sont toujours les mêmes conneries. Je sais pas, un manque de chance, un manque de ce que vous voulez. On est très fort à domicile. Si tu veux, on doit être européen 50 fois, même si cette année, c'est plus compliqué que les années précédentes. Mais excuse-moi, ok, contre Nîmes, ça arrive. Ok, si tu veux, ça arrive. On passe à côté. C'est comme le derby, si tu veux. Mais à chaque fois, on passe à côté à l'extérieur. Et ça, c'est un truc, ça commence à casser les couilles à tous les supporters. À chaque fois, on nous annonce oui, on fait un peu de la démagogie. Oui, on n'est pas européen, on peut-être européen, on verra, machin et tout. Au bout d'un moment, les gars, il faut poser les couilles sur l'établi. Il faut se remettre en question. Il faut faire ce que vous voulez. Il faut attaquer comme des gros enculés à l'extérieur. Dijon, tu dois les enculer 50 fois. Même l'année dernière, 50 fois, tu dois enculer les Strasbourgeois, les ce que tu veux. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de faire de la démagogie et se dire oui, gna gna gna, machin et tout, ils n'arrivent pas là, bla. Non, au bout d'un moment, il faut assumer. On est une équipe qui est censée être européenne. On a l'effectif pour, on a l'entraîneur pour, on a les infrastructures pour. Et merde, au bout d'un moment, il faut y aller. Non, mais je suis d'accord avec toi, Fabrice, rapidement. Hein. C'est pas pour rentrer dans le débat. Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que je te dis que c'est pas parce que, certes, oui, les 2 premiers matchs à l'extérieur qu'on a fait ont été mauvais, mais ça ne veut pas dire que les prochains seront mauvais aussi. C'est surtout ça que je veux te dire. Cette annonce, ils seront mauvais. Au-delà du résultat, il faudra juste, alors peut-être même si la victoire ne sera pas au bout, on sait rien, on verra sur vos pronostics, messieurs, mais du coup, il faudra évidemment montrer un visage un peu plus encourageant lors des matchs à l'extérieur. Là, de toute façon, la question ne se pose même pas, je ne vous fais même pas réagir, ça va être une obligation pour le match à venir.
Oui, donc Montpellier qui va devoir créer peut-être tactiquement la surprise lors de ce match à l'extérieur. Montpellier qui a montré de très belles choses face à Lyon, face à Nice notamment. On a vu que Montpellier était capable de réussir face au gros. Alors oui, il y aura ce match à l'extérieur. Il ne faut pas oublier également que lors des matchs à domicile, les matchs seront à huis clos, donc ça sera à peu près la même chose. On va parler un peu de Derzakarian, Derzakarian qui doit, selon vous, changer quelque chose dans son système? On sait que, enfin, on l'a vu notamment face à Nîmes à Dijon, Montpellier est une équipe prévisible. Les adversaires arrivent à anticiper, à contrer le schéma tactique de Montpellier en jouant notamment physique et en allant presser haut, chose que Monaco d'ailleurs peut très bien faire, le pressing haut. Est-ce que pour vous, il va falloir innover tactiquement, essayer de sortir un nouveau système, essayer voilà, de changer nos habitudes dans le jeu, Lucas? Alors oui, changer, mais pas à compter du match de Monaco. C'est pas en se déplaçant à l'extérieur face à Monaco, face à une équipe très bonne offensive, que tu vas passer de 5 à 4 défenseurs. Il y a eu 2 semaines Surtout que, pour le préparer. oui, non, mais on sait qu'on ne passera pas à 4 défenseurs face à Monaco. Après, je suis d'accord, 4 défenseurs face à Dijon, face à Metz, face à Lens, là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas face à Monaco que là, on va changer de dispositif. Surtout qu'avec, tu sais que Hilton, tu ne peux pas le mettre dans une défense à 4. Donc, non, Derzakarian, pour moi, ne changera pas de composition. Après, là où ça peut changer, c'est peut-être au milieu de terrain, mais la défense restera la même, à part Cosa qui va remplacer Mendes. Fabrice, Euh, Tactiquement, je suis assez d'accord avec Lucas. On ne passera jamais à 4 défenseurs. Comme il a dit, voilà, Vito, il va être à 4. Et même Derzak il est trop imprégné par ce système que, bah, surtout à 5 derrière, qu'il ne changera pas. Là où ça pourra changer, ce sera au niveau des attaques et du milieu de terrain. C'est-à-dire que nous, habituellement, comme vous le savez, bon, depuis des années, on pratique le 5-2-1-2. Là, peut-être qu'il changera, peut-être qu'il s'adaptera. Je ne sais pas, passer en 5-2-3 avec 2 ailiers sur les côtés, ou bien je ne sais pas, passer en 5-3-2. Enfin, on ne sait pas. Après, il peut s'adapter à tout et à rien. Mais après, pour revenir à Monaco, comme l'a dit Lucas, déjà, je trouve que leur entraîneur, c'est un mec intelligent, même s'il s'est fait dégager du Bayern Munich. À mon sens, c'est un entraîneur assez compétent. Et je pense qu'il va bien nous emmerder avec ça. Et je pense qu'il a dû se dire, tiens, le match contre Nîmes, ça leur a bien pété les couilles, là. Les 3 attaquants qui sont allés presser comme des bâtards notre défenseur, qui nous empêchaient de bien développer notre jeu. Et si en plus de ça, on va faire le pressing, et si en plus de ça, on joue physique, d'ailleurs, dont les joueurs ont Monaco, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être J'espère compliqué. qu'il t'écoute pas, l'entraîneur de Monaco. non, Ah bah mais attends, là était toute ma ouais, question. Alors, il n'y a pas besoin que l'entraîneur de Monaco nous écoute. Nîmes l'a fait, Dijon l'a fait précédemment. Je ne vois pas pourquoi Monaco j'allais y le venir. ferait Non, pas. mais justement, j'allais y venir. Est-ce que justement, Berzakarian, il aura vu, forcément, il avait le match contre Nîmes, mais est-ce qu'il se remet en question et est-ce qu'il s'est dit, putain, tiens, obligé, ils sont adaptés. Tu vois, de toute façon, le foot, c'est ça, c'est une question d'adaptation. Est-ce qu'en 2 semaines, il aura le temps d'adapter ses joueurs à tel ou tel type de pressing? Est-ce qu'il va plutôt demander cette fois de plutôt presser dans l'axe? Est-ce qu'il va demander de presser sur les côtés? Enfin, après, il y a tout plein de questions qui vont faire que. La question, c'est est-ce que Derzakarian aura eu le temps de s'adapter? Et Moi, je alors, pense qu'avec toutes les histoires, je ne pense pas. alors, je vais donner mon avis pour une fois dans cette émission. J'ai pas eu trop l'occasion, mais là, c'est un sujet qui, ouais, qui pour moi est important. C'est que, comme tu l'as dit, Fabrice, il faut s'adapter. Alors, on l'a vu contre Dijon et Nîmes. Quand quand l'équipe adverse se calquait sur notre jeu à nous, on n'arrivait plus à rien faire. Donc, dès qu'il y avait un peu d'intensité dans le jeu adverse, un peu de physique et de pressing haut, Montpellier n'arrivait plus à relancer, à se créer des actions. Et tu le regardes avec Nîmes, TJ Savanier qui a fini dans la poche d'Andrés Cubas, il faut dire les choses comme elles sont, et qui n'a rien réussi à créer, contrairement au match de Lyon et de Nice, où il y avait un peu moins d'intensité mise sur ce joueur. Donc, moi, j'espère en tout cas que Derzak s'est dit dans sa tête que si toutes les équipes se calquent sur notre jeu à nous, parce que
je pense que tu demandes à tous les entraîneurs de Ligue 1, ils vont te dire, ouais, ben Montpellier, alors ils jouent en 5-3-2, les latéraux qui jouent assez haut, si tu cibles Savanier, c'est bon, ils ne peuvent rien faire, et si tu les empêches à la relance, c'est terminé. Tous les entraîneurs de Ligue 1 le savent. Maintenant, la question, elle est là. Comment Der Zakarian va réussir à, comme je l'ai dit dans la question initiale, à créer la surprise, à essayer de créer de nouvelles choses pour que les adversaires aient un peu moins de solutions, ça soit moins facile pour eux de contrer le jeu montpelliérain. Messieurs, je vous laisse Là, réagir si vous avez d'autres choses à dire. je Vas-y, rapide, Lucas, qu'est-ce que tu as à dire? c'est pas grand-chose, c'est juste pour dire, là où il changera, c'est pas dans le schéma tactique, mais ce sera dans les consignes comme l'a dit, de Fabrice, peut-être dans les consignes de pressing, dans les consignes de jeu, mais la tactique, à 100%, elle restera la même, enfin, la composition. Super. Bon, Après, à Fabrice, mon un dernier sens, mot. après, à mon sens, après, on va vraiment parler de tactique, on va dire pure. À mon sens, le truc que j'ai remarqué contre Nîmes, c'est que forcément, Savanier il est monté d'un cran. Forcément, bah, s'il y a un très gros pressing, il touchera moins de ballons. Peut-être, pourquoi pas. D'ailleurs, Ferry, voilà, remplacer Ferry par Savanier, tu mets un Le Talec, Savanier au poste de milieu relayeur, et pourquoi pas réinstaller Florent Mollet en numéro 10. Pourquoi Pourquoi pas? pas? Et donc faire Comme ça, descendre des joueurs comme Savanier pour aller chercher des ballons plus bas et des joueurs à exactement, progresser organiser dans la le jeu. chose. Hmm. Exactement. C'est une chose intéressante, évidemment, à noter, et on verra donc du coup ce qu'il en sera demain. Allez, messieurs, on va conclure cette émission par le pronostic habituel, donc le score, les buteurs pour le match de demain entre Monaco et Montpellier. Fabrice, je commence par toi. Un score et ou des buteurs pour ce match. Ah, pas des scores? Ah non, je suis dégoûté. Non. Alors, sincèrement, franchement, je pense que ça va être très compliqué pour nous et je ne vois pas gagner le match. Je pense qu'on va prendre peut-être un 2-0 ou un 3-0. Je ne vois pas marquer un but et je Alors, ne vois j'ai dit pas très cher. un score et des buteurs. Oui, mais attends, Vas-y. je dis 2 ou 3-0, c'est pareil. En gros, c'est une défaite, c'est une branlée, quoi. Enfin, tu préfères. Et 2-0, 3-0, c'est important. 3-0. Je vois un doublé de Ben Yedder et un but de Raccro, de Badiachil, un défenseur, un truc comme ça. Youpi. Bon, allez, n'hésitez pas à donner On a votre avis réussi. sur le chat YouTube. Sur le chat YouTube, pardon, je vais y arriver moi aussi. Lucas, ton prono. Autant d'habitude, je suis très optimiste dans le sens que je vois une victoire, mais là, je vais être un peu moins optimiste, mais je vais quand même l'être, aller un partout, et je verrai bien Delors marquer et Ben Yedder égaliser, enfin, ou l'inverse, mais je verrai bien ces deux buteurs. Allez, et ben moi, du coup, je vais dire 2-1 pour Montpellier. Voilà, on a une défaite en bas, un match nul ici et une victoire ici pour moi. Victoire de Montpellier, 2-1. Les buteurs, allez, vas-y, Delors, Ferry. Et pour Monaco, un but de Gelson Martins. On n'en a pas parlé, mais pourquoi pas, même s'il est en difficulté ces derniers matchs, ça peut être. Ça reste un joueur de qualité. Allez, messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce petit live sur YouTube à 18h. L'émission est disponible dès maintenant en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, sur notre plateforme d'écoute habituelle. Mais Lucas, Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Merci Ouais, bien. merci à toi et merci à ceux qui nous ont écoutés, qui ont réagi sur le chat. Évidemment, on vous remercie, vous qui avez réagi pendant toute cette émission. On se retrouve samedi prochain, même heure, sur notre chaîne YouTube pour l'avant-match aidez-moi, messieurs, Montpellier-Reims. C'est ça, on sera sur Montpellier-Reims cette fois-ci. Allez, on vous souhaite un bon match et un bon week-end. Ciao. Le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC.